canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. On vient de terminer le film à l'instant, et donc je disais que tu avais, en introduction, j'avais bien expliqué que tu étais journaliste, écrivain, et que tu donc as écrit ce livre. Je te le montre pas, tu le connais très bien, mais je le montre. Voilà, c'est Richard Fleischer, Une œuvre. Ça, on va peut-être y revenir sur le mot une œuvre. Et c'est édité chez Marest Éditeur. C'est accessible. Vous allez sur le site de Marest et vous trouverez le livre. Il y a aussi l'autobiographie qui a été traduite de Richard Fleischer. Et d'ailleurs, Pierre-Julien Marest, l'éditeur, devait être là ce soir. Malheureusement, bon, pour des petits problèmes de santé, il ne sera pas là. Et je lui dédie d'ailleurs cette soirée. Voilà. On vient de terminer Mandingo. Première question. Juste expliquer un petit peu qui est ce Richard Fleischer. Qui est Richard Fleischer? Et peut-être aussi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce cinéaste, à son parcours, pour en dessiner un livre, et surtout, voilà, par rapport à son œuvre. Donc, qui est Richard Fleischer dans l'histoire du cinéma? Bah, Richard Fleischer, c'est tout un pan de l'histoire du cinéma hollywoodien, lui tout seul, parce que il a fait une cinquantaine de films qui sont répartis sur 5 décennies, hein, entre les années 40 jusqu'aux années 80, on va dire. Et il a parcouru comme ça toutes les époques du cinéma hollywoodien en étant le révélateur finalement de ce qu'il y avait de meilleur et de ce qu'il y avait de pire aussi, hein, dans le cinéma américain de l'époque. Le meilleur, hein, c'est ce que lui, il offrait. Le pire, c'est souvent les protagonistes avec qui il devait travailler, les producteurs par exemple, qui n'ont pas toujours été très honnêtes ni très fidèles et qui l'ont empêché en fait de réaliser vraiment la carrière d'auteur à laquelle il avait de l'ambition, quoi. Mais en fait, c'est quand même un auteur qui est arrivé au cinéma par plusieurs chemins détournés, parce qu'à la base, même si c'est le fils de Max Fleischer, c'est-à-dire l'un des grands avant-gardistes du cinéma d'animation, au même titre que Walt Disney, hein, il aurait pu être légal, peut-être même au-dessus de Walt Disney, si lui aussi, il n'avait pas eu des partenaires financiers tout à fait déplorables. Mais on aurait pu croire que Richard Fleischer, avec cette ascendance familiale, ça aurait pu être un enfant de la balle, mais pas du tout. En fait, son ambition première, c'était d'être psychiatre. Et donc, il a commencé des études de psychiatrie aux États-Unis. Et au bout de 2 3 ans, par le plus fou des hasards, il assiste à une représentation théâtrale dans le cadre de l'université. Et il tombe complètement sous le charme du théâtre, qu'il ne connaissait pas forcément auparavant très bien. Et il a du coup l'ambition de se lancer dans cette direction-là. Il y a quand même un doute, parce que ça fait quand même déjà 2 3 ans qu'il est dans cette étude de psychiatrie. Et puis, tout abandonner comme ça du jour au lendemain, ça ne se fait pas aussi facilement. Et c'est son père qui lui dit que la psychiatrie pourra y revenir quand il voudra, tandis que le théâtre, c'est maintenant ou jamais. C'est quand il est jeune qu'il faut commencer, c'est quand il a cette capacité à absorber les choses que ça peut vraiment changer les choses, quoi. Et donc, il s'investit de nouveau à Yale dans une carrière d'université théâtrale. Euh, il étudie la mise en scène. Il n'est pas sur les planches, hein, lui qui étudie la mise en scène, et c'est la mise en scène souvent très expérimentale. C'est le premier à faire intervenir en Amérique, par exemple, les scènes circulaires, comme on en voyait quelquefois en Europe au début du XXe siècle. C'est-à-dire la salle est répartie tout autour de la scène, et les acteurs doivent tourner sur eux-mêmes pour montrer l'action à la plus large partie du public. Bref, c'est vraiment une pratique du théâtre qui est assez avant-gardiste. Il est repéré par un chasseur de tête des studios RKO, parce que beaucoup de studios, et RKO en particulier, allaient chercher du côté du théâtre leur metteur en scène. C'était le cas par exemple d'Otto Preminger, hein. Otto Preminger, c'était un metteur en scène de théâtre avant de devenir un metteur en scène de cinéma. Et voilà, du coup, il est débauché. Simplement, c'est la guerre, et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'autant qu'il a besoin
s'approprier l'outil cinématographique et du coup, il s'engage dans la RKO et côte Est, où il y a tout un travail sur les actualités, sur les reportages, sur les documentaires. Et donc, il travaille dans ce contexte-là, une façon d'appréhender le cinéma, non pas par le biais de la fiction, mais par le biais vraiment du réel. Euh, c'est son école de cinéma, en fait, qui lui a permis de se confronter très directement aux problématiques techniques et qui a fait de lui un metteur en scène qui, par la suite, était très à l'aise dans les tournages en extérieur. Là où la plupart des réalisateurs hollywoodiens, eux, avaient leurs habitudes dans les studios, dans des décors reconstitués. Lui il était très à l'aise dans les rues, dans ce genre de contexte urbain. Et ayant fait cet apprentissage, il va à la côte ouest, il commence à travailler à l'RKO, il fait une série de petits films, série B, jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il considère être comme son succès qui va tout changer, c'est l'énigme du Chicago Express. Ça ne se fait pas aussi facilement prévu, mais effectivement, quelques années plus tard, il réussit dans les années 50 à entrer dans les studios de série A, notamment chez Walt Disney avec 20 milieux sous les mers, et tout un tas d'autres films de studio classiques des années 50. Et puis, jusqu'à Compulsion, Le génie du mal, qui considère être comme son aboutissement de cette période-là en 59. Il pense que grâce à ça, il va avoir carte blanche et les studios seront à ses pieds. Effectivement, c'est un film qui a un énorme succès public et critique, qui va être primé à Cannes, notamment pour ses acteurs, mais les studios ne le reconnaissent pas pour autant à sa juste valeur et lui proposent un scénario assez lamentable pour un film de John Wayne dont personne n'arrive à trouver la fin. Le scénario est tellement bancal que personne n'arrive à imaginer comment ce film peut se terminer. Donc il refuse de faire le film. Il est du coup plus ou moins blacklisté des studios hollywoodiens parce que quand on refuse un film à Hollywood, on est rayé de la carte. Il va passer une sorte de purgatoire en Europe pendant une bonne partie des années 60, où il va quand même tourner un chef-d'œuvre, c'est Barabbas, des gros péplums qu'on n'ait jamais tourné. Et puis il revient par la grande porte à Hollywood à 66 avec le voyage fantastique, film de science-fiction mémorable. Et puis là, ça va être son grand retour, notamment avec les prémices du nouvel Hollywood, qui va annoncer Angleur de Boston et tout un tas de films assez géniaux dont on va sans doute reparler en détail, mais qui nous mènent directement à un propos qui est l'apogée, hein, le bouquet final des années 70 de Richard Fleischer et malheureusement de sa carrière parce que après ce film-là et après la déception que ce film sera pour lui, il se relèvera jamais vraiment de ça. Il continuera à tourner des films, mais presque par habitude, mais pas tout à fait avec la volonté qui était la sienne auparavant de créer une œuvre et avec une vision, un regard extrêmement acéré. Quand il... J'étais un peu, Pardon, excuse-moi Nicolas, que tu dis? j'étais un peu long, je suis désolé. Non, non, mais faut quand même contextualiser un petit peu. Ouais. On peut pas parler de Mandingo, qui est quand même un film très, 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 très atypique, sans comprendre un peu qui est Richard Fleischer. Déjà, oui, Mandingo, est-ce que c'est une œuvre de commande? Déjà, est-ce que ça c'en est une? Parce qu'on voit Dino De Laurentiis à la production, donc on peut se poser la question, même si je connais un peu la réponse, mais quand même on la pose la question. Et puis, ça serait intéressant peut-être aussi d'établir une espèce de pont avec le sous-titre de ton livre que je rappelle, qui s'appelle Une œuvre. Et ça, c'est très très important, même si tu l'as un petit peu évoqué dans la présentation où tu disais que bon, bah, les studios sont pas forcément, enfin ils l'ont pas vraiment, pas souvent reconnu à sa juste valeur. Donc quand tu dis une œuvre, il y a aussi le fait que Fleischer a toujours traîné derrière lui par rapport à la critique une réputation un peu particulière, même si je pense que depuis quelques années, il a été réhabilité grâce à des études comme le livre que tu as écrit, par exemple. Et donc, Mandingo, est-ce que c'est un film est-ce que c'est une commande? Et comment, progressivement, il est devenu véritablement un film de Richard Fleischer, où on voit sa patte, sa signature, son style, parce que c'est une œuvre à la base?
Alors oui, c'est une commande, parce que en fait, tous les films de Richard Fleischer sont partis d'une commande à la base. Il n'a jamais été l'initiateur d'un de ses films. Euh, et ça, c'est quand même un des talents des cinéastes hollywoodiens, que de savoir se fondre dans les projets qu'on leur propose et de se les approprier pour en faire une œuvre. Alors, peut-être pas la plus intime possible, mais en tout cas, dans laquelle ils arrivent à trouver des résonances qui sont personnelles, et c'est le cas de Mandingo. Euh, L'histoire de Mandingo, c'est Dino De Laurentiis qui a envie de surfer sur la vague des films de Blaxploitation, comme pas mal de studios hollywoodiens à l'époque d'ailleurs, hein, essayer de flatter le public afro-américain et aussi, pourquoi pas, trouver des films avec une certaine audace, que ce soit au niveau de la violence ou au niveau des représentations sexuelles, par exemple. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps, que plusieurs studios vont s'approprier à leur façon. Et là, c'est le cas avec ce roman de Karl Onstodt, qui est en fait le premier titre d'une saga sulfureuse, très très ambiguë, beaucoup plus ambiguë que le film de Fleischer, parce que malgré tout, le film de Fleischer, quand on prend un peu de recul, on voit bien quel est le regard. C'est le regard de Fleischer sur l'esclavage, sur la condition afro-américaine au 19e siècle, et donc une critique finalement de cette Amérique absolument décadente. Dans le roman de Karl Onstodt, c'est pas tout à fait évident. Il y a un voyeurisme, il y a un goût pour le côté sulfureux, que ce soit sexuel, érotique ou la violence, qui est vraiment plus problématique, on va dire. Mais ce qui va tout changer, c'est bien sûr l'intervention de Richard Fleischer, mais c'est aussi l'intervention d'un scénariste qui s'appelle Norman Wexler, qui n'a pas fait énormément de choses, mais quand même, dans les 70, il a fait Serpico, il a fait La fièvre du samedi soir, et entre les deux, donc Mandingo, c'est-à-dire des films qui sont quand même tous empreints d'une discussion sociale certaine, un discours social sur la société des États-Unis. Et, euh, et surtout, c'est l'occasion pour Richard Fleischer de concrétiser tout le discours qu'il n'a cessé de bâtir de film en film sur les États-Unis. Dès le premier film de Richard Fleischer, en 1946, Child of Divorce, on a un film hallucinant qu'on pourrait très bien voir aujourd'hui tel quel, sans rien changer, qui déconstruit l'idéal du rêve américain et du couple américain, de la famille américaine, en 1946. Alors que c'est au moment où on est en train de créer stéréotypes, c'est le moment où le rêve américain est en train d'être formulé et figé quelque part pour être exporté dans le monde entier. Richard Fleischer, lui, en 1946, il est déjà en train de dire que c'est une escroquerie, c'est un miroir aux alouettes, et c'est surtout les premiers pas vers un désastre, celui du sacrifice d'une génération, les enfants du rêve américain, qui vont en réalité subir les dégâts, les dommages collatéraux de tout ça et vont vers leur propre perte, quoi, en fait. C'est-à-dire, dès son premier film, on a un regard sur la musique qui est quand même extrêmement désabusé, extrêmement critique, et ça ne va jamais cesser. Parce que, bon, ça va être le cas du reste des films à la RKO, parce que ce sont des polars, et qui dit polar, qui dit film noir américain, dit quand même un regard très décalé et très déconstruit sur la société américaine et ses mythes. Et même dans les films des années 50, qui est une sorte d'âge d'or, il y a quand même une série de films qui sont sidérants de pessimisme et de noirceur. Par exemple, il y a le polar mélodramatique Les Inconnus dans la ville, qui est incroyable au niveau de la façon dont la violence s'instille dans une petite communauté et chez des individus qui, a priori, sont portés vers le bien et qui finissent par se comporter comme des pierres sauvages. Euh, des films de guerre comme Le Temps de Napoléon. Il y a tout un tas de films comme ça qui sont extrêmement critiques et qui reposent toujours sur des thèmes très identifiés. C'est l'affiliation,
une filiation qui souvent est malade, comme déjà dès le départ dans Child of Divorce, hein, l'enfant du divorce, c'est celui qui va être sacrifié et qu'on va retrouver tout le temps. Et puis, des thématiques comme la maladie, que ce soit la maladie mentale, parce qu'il faut bien se rappeler que il y a un goût de Richard Fleischer pour la psychiatrie et la psychologie qui a été très poussé dans des études et qui n'a cessé en fait qui n'a jamais perdu de vue. Puis après, tout ce qui est la corruption, la maladie physique, mais aussi, pourquoi pas, la maladie, celle, mal, la corruption américaine, quoi, du pouvoir américain. Et en fait, tout ça, toutes ces thématiques-là, on les retrouve dans Mandigo, parce que déjà, on a l'histoire d'une famille avec une filiation qui est absolument invraisemblable, hein, je veux dire, le père, il souffre de la goutte, il est à moitié handicapé. La mère, elle est morte, on ne sait plus trop bien comment, mais en tout cas, elle est plus dans le tableau. Le fils, lui, il boite depuis son plus jeune âge. Enfin, ils sont tous traversés d'une fêlure, ils sont tous traversés d'une sorte de fissure qui est représentative, en fait, comme son domaine, les comme la à maison venir d'ailleurs. du rêve américain, quoi. Comme le domaine d'ailleurs dans lequel ils vivent, c'est assez impressionnant. L'architecture, le domaine où ils vivent, c'est complètement. Enfin, c'est très ancien, c'est délabré, c'est assez. C'est à l'image de ce qu'ils sont, eux, déjà. Oui, c'est ça, c'est une ruine, au même titre que la famille. C'est vraiment passionnant, cette histoire de décor, parce qu'on a l'impression qu'ils ont été choisir en 74 une maison abandonnée de cette époque-là, sans rien y toucher. Moi, j'aime bien me dire que c'est exactement ça, en fait, et que ce qu'on voit quand on regarde Mandigo, c'est pas une reconstitution historique, mais c'est un film de fantôme. Je pense que c'est pas très éloigné de ce qu'a voulu faire Richard Fleischer. Déjà parce que il y a bien un motif de la hantise dans le film, la façon dont le film s'ouvre en arrivant vers la maison. Enfin, c'est une ouverture de maison, de film de maison hantée. Et la fermeture, pareil. C'est-à-dire, c'est en chemin inverse, on sort de la maison. Ça pourrait très bien être l'adaptation de la maison hantée de Charlotte Jackson, quoi. Sauf que la maison en question, ben, elle est habitée non pas de spectres comme ça abstraits, mais des fantômes de l'histoire de l'Amérique, à savoir l'histoire de l'Amérique qui est liée à celle de l'esclavage et à l'exploitation des champs de coton, par exemple. Et c'est vraiment comme ça, je pense qu'il faut le voir. Et le film, de cette façon-là, il s'inscrit totalement dans une tradition qui est celle littéraire du gothique américain. Le gothique américain, bon, bah, comme son nom l'indique, c'est la réponse au gothique britannique, hein, celui qui s'est construit sur les châteaux hantés, les châteaux abandonnés, les cimetières, le clair de lune, le brouillard, etc. En Amérique, on s'approprie ce motif-là, souvent dans un contexte qui est celui du Sud, avec des propriétés comme celle du film. D'ailleurs, en Floride, le parc Walt Disney, pour sa maison hantée, maison justement, locale, elle reprend une architecture qui est très proche de celle du film. Ça ne veut pas dire qu'il s'est adapté du film, hein, mais qu'on est dans le même imaginaire. Un imaginaire un peu néoclassique avec des espèces de colonnades inspirées de l'Europe, comme s'il y avait la volonté de s'inscrire dans une généalogie qui est celle de l'Europe, justement, des pères fondateurs européens, mais qui n'en est que, comment dire, la parodie. Une parodie grotesque et totalement caricaturale et déjà malade, quoi, corrompue. Et dans le gothique américain, il y a la figure de l'autre qui est prégnante parce que souvent dans ces romans-là, dans ces films-là, dans ces nouvelles-là, les personnages sont hantés par l'autre. L'autre, pour le gothique américain, c'est soit l'Indien, celui qu'on a massacré, soit c'est l'Afro-américain, celui qu'on a exploité. Et là, c'est complètement ça. Le rapport qu'il y a avec les esclaves dans le film, extrêmement ambigu. Il y a à la fois une forme de complicité, voire d'amitié dans un premier moment, ou en tout cas à travers le personnage du fils. Et puis à la fin, un renversement total, déchaînement de violence, où il se révèle encore pire que tous les autres.
dans la façon dont il va les traiter. Donc il y a vraiment cette dimension quasi fantastique, que ce soit dans l'atmosphère, dans les décors, dans la façon aussi de filmer. Les plans à l'intérieur de la maison sont souvent des plans qui sont inclinés, légèrement de biais. Et ça, c'est un truc qui fait déjà Richard Fleischer dans le génie du mal. À chaque fois qu'il est dans la chambre du jeune homme qui est visiblement déséquilibré, mais génial, c'est-à-dire qu'il est brillantissime, mais complètement déréglé, étant donné qu'il éprouve du plaisir à tuer. Les plans sont toujours inclinés pour représenter le désordre et le côté totalement déséquilibré, encore une fois, de cet environnement. Et dans le film de Mandigo, dans les décors intérieurs de la maison, c'est toujours un peu pareil, c'est toujours légèrement incliné, comme si c'était la chute de la maison Usher, quoi. On était en train d'assister au naufrage de cette propriété et de cette famille. Avant de laisser la parole au public, je voudrais te poser une dernière question. C'est par rapport, parce qu'on a cité le mot ambiguïté, mais je voulais savoir comment le film, à l'époque, a-t-il été reçu et par le public et par la critique. Et puis je crois savoir qu'il y a eu un moment, le film, bon, bah, on le montrait plus, on le mettait de côté. Et il est ressorti, si je ne me trompe pas, avec l'édition DVD Blu-ray dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré. Et beaucoup de cinéphiles l'attendaient avec impatience. J'ai l'impression que ce film traîne une espèce de réputation un peu maudite. Mais déjà, dans un premier temps, comment ce film a été reçu à l'époque, aux États-Unis? Et puis ensuite, cette réputation un peu maudite, qu'est-ce que tu en penses? Et après, on parle avec le public. Ben, la critique l'a descendu en flèche. Parce la critique a compris que c'était un film raciste. Donc, comme quoi la critique n'est pas toujours très perspicace. Du coup, ça a été vraiment la honte, l'opprobre jeté sur ce film qui était voyeuriste, au même titre que les critiques qui avaient pu être faites pour le roman de Karl Stott. Mais là, on s'attaquait directement, non seulement au producteur, Dino De Laurentiis, mais aussi à Richard Fleischer, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces sales types, quoi, qui avec ce regard non seulement voyeuriste, sale, et puis raciste en fait. Bon, le film a donc été totalement incompris par les intellectuels, en tout cas aux États-Unis, par les studios également, parce que, mis à part Dino De Laurentiis qui lui était plus content, les autres ont regardé ce film de façon tout à fait critique. Mais en revanche, c'était un vrai et un énorme succès public. Bah forcément, parce qu'on a promis aux spectateurs qu'il allait pouvoir profiter de voyeurisme, de sexe interracial, de violence. C'est quand même quelque chose pour lequel le public de l'époque a une certaine appétence. Et de fait, c'est vraiment un succès, à tel point qu'il y a une suite qui a été tournée, qui s'appelle Drum, pas du tout par Richard Fleischer, mais il y a une suite qui reprend la suite en fait des romans de Karl Landstedt. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en termes commerciaux, une vraie réussite. Mais Richard Fleischer, c'est pas ça qu'il voulait. Parce que des réussites commerciales, il en a eu énormément, et même des récentes. Soleil Vert, c'est un film qui a eu beaucoup de succès. Il a fait Tora, qui lui, là aussi, a été quelque chose qui a été un immense succès, en tout cas aux États-Unis, qui a été largement, le budget a été largement amorti et bien au-delà. Enfin bref, il n'a rien à prouver de ce côté-là. Par contre, il a toujours cette volonté d'être reconnu à un moment donné, d'être apprécié pour ses talents d'auteur, pour le regard qu'il porte, et qu'on lui donne enfin les mains libres pour peut-être faire ses propres projets. Parce qu'il y a des ambitions personnelles. Il y a quelques projets de films qu'il aurait aimé souhaiter porter jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire pas seulement répondre à une commande, mais faire quelque chose de vraiment qui lui vienne de lui. En fait, la façon dont Mandigo est reçu, c'est la fin de sa carrière quelque part. Parce que plus personne va vouloir investir dans un réalisateur qui finalement s'est montré un peu problématique et a été quelque part stigmatisé par une critique pour
pour un regard apolitique qui est pas celui du film, en fait. Hein. On lui a prêté des intentions qui sont pas celles du film. Donc, c'est une vraie blessure pour Richard Fleischer, pour lequel il y a un avant et un après. À chaque fois, chaque décennie, à chaque fois, Richard Fleischer a subi une grosse déception dans sa carrière, mais à chaque fois, il s'en est relevé, il a repris sa carrière en main et il a voulu repartir de zéro. Là, non. Il considère il a fait une œuvre qui est quand même une œuvre somme sur son sujet, l'esclavage aux États-Unis, mais aussi par rapport à son œuvre à lui, parce qu'elle concentre un peu tout ce qu'il a construit pendant quelques décennies. Et il n'a plus envie de se battre. Et par la suite, il va ne répondre qu'à des commandes. Il va se spécialiser dans le sauvetage de film. C'est-à-dire, il va intervenir en seconde équipe, alors que le réalisateur d'origine soit est parti, soit a été viré. Lui, il arrive pour réparer les morceaux, quoi, et faire en sorte que le film va être viable. Mais c'est jamais vraiment des très grands films. Il y a un grand film après, quand même, Mandigo, qui s'appelle Tough Enough, avec Dennis Quaid, qui se passe dans le milieu de la boxe amateur, et qui justement peut être lu comme une forme d'allégorie du parcours de Fleischer, parce que c'est un jeune homme qui veut devenir chanteur de country. Il veut comment dire, se lancer dans une carrière artistique et s'épanouir là-dedans. Or, la seule chose qui lui est permis de faire, c'est de combattre sur scène, sur des rings en amateur. Et c'est là, en fait, qu'il va réussir. Pas vraiment dans la chanson, mais dans les combats amateurs. Et c'est un peu l'allégorie de Richard Fleischer, quoi, qui avait des ambitions artistiques, mais qui a toujours dû se battre pour essayer de les imposer, tant bien que mal. Et pour Mandigo, même si le résultat est là, et même si la redécouverte du film grâce à Make My Day, la collection de Jean-Baptiste Toré, elle est réelle, et le film, il continue à être vu, c'est le cas ce soir, et on peut s'en réjouir. Mais ça reste en fait une blessure, ça reste une sorte d'impasse, d'actes manqués, de rendez-vous manqués, en fait, pour Richard Fleischer. Alors, je vais tourner ça devant le public, comme ça voilà, comme ça tu les vois. Et voilà. Et moi, je vais donner le micro. Voilà. Enfin, tu essayes de les voir un peu. Bon, voilà. Bon, alors, question. Donc, je m'éloigne. Alors, je vois. Ah oui, d'accord. Bonjour, bonsoir. Alors, bonsoir Nicolas, je sais pas si on se voit, enfin, je me rapproche un petit peu. Ouais. Je me lève au pied, hop là, juste là. Oui, je vois. J'entends pas très bien, mais je vois. Je vais me permettre juste en premier lieu de faire une toute petite parenthèse. Moi, je faisais partie des personnes qui n'avaient pas aimé Mandingo la première fois. Et là, j'en sors totalement conquis avec la quasi-persuasion que je n'ai pas vu le même film. Donc, je suis très content qu'il ait été programmé ce soir. Voilà, merci déjà pour ça. Ma question porte un peu sur la forme, en fait, du film. Je pense que je m'avance pas trop quand je dis que le film ose énormément, ne nous épargne rien. Bon, à cette époque, Hollywood avait déjà repris une certaine liberté de ton, et c'est pas forcément étonnant qu'un film comme ça arrive, mais je trouve que malgré tout, voilà, il se permet un peu plus de choses, en tout cas, que ce que j'ai pu voir de cette période. Et autant, moi, le rapport que j'ai avec Fleischer sur pas mal de films maintenant, et aussi, voilà, comme tu le disais, celui d'un réalisateur avec le regard très acéré et une volonté d'avoir un discours très précis. Mais il y a aussi la réputation de Dino De Laurentiis, qui est voilà, un producteur qui peut être autant généreux envers ses collaborateurs que très semi-démiurge, on va dire. Bon, c'est pas leur première collaboration ensemble, si je me trompe pas, ils ont commencé à bosser ensemble pour Barabbas. Mais ce que je me demande, en fait, c'est qui pousse, en fait, qui choisit, qui insiste pour que rien ne nous soit épargné, autant dans la violence que dans l'érotisme. Est-ce que les deux étaient d'accord là-dessus? Est-ce que justement il y a eu des bras de fer? Enfin, comment on réussit à aboutir sur quelque chose d'aussi prononcé dans ses effets? Je pense pas qu'il y ait eu des bras de fer, parce que
Ça n'a jamais été vraiment le cas. Soit Richard Fleischer, il acceptait le projet et il le menait à terme jusqu'au bout, et souvent à ses conditions, soit en fait il refusait. Ça a été le cas du fameux film avec John Wayne à la fin des années 50, et ce qui lui a valu son passage de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, alors, en plus, la collaboration avec Dino De Laurentiis, elle est intéressante parce que, bien sûr, il y a Barabbas, qui est quand même une expérience très positive pour Richard Fleischer, mais juste après, il devait faire un autre film avec Dino De Laurentiis, qui l'a fait mariner pendant 2-3 ans, jusqu'à le laisser tomber. Donc, quelque part, Dino De Laurentiis a déjà trahi une première fois Richard Fleischer, et Richard Fleischer... bon, visiblement n'est pas rancunier, parce que quand Dino De Laurentiis lui propose Mandingo, il est pas, il revient quoi, malgré tout. De fait, je pense pas qu'il y ait eu de problème particulier quant à l'élaboration du film. D'autant que Dino De Laurentiis, je suis pas sûr qu'il ait une vraie vision des films qu'il veut mettre en scène. Lui, vraiment, dans l'histoire de Mandingo, ce qui l'intéressait, c'était une sorte d'ersatz de la Blaxploitation, mais non plus contemporaine, 70s, etc., mais reprise à la source, c'est-à-dire dans l'Amérique des années pré-guerre de sécession, quoi, les années 50-60, 1850-60, bien sûr. Pour ce qui est de la représentation de la violence, je pense que si on regarde les films de Richard Fleischer dans les années 70, dès 68 à vrai dire, dès L'étrangleur de Boston, et si on suit une progression jusqu'à Mandingo, il y a une forme de cohérence en fait dans la représentation de la violence. Et il y a même un film jumeau, je pense à Mandingo, en termes de malaise et en termes de représentation de la violence et du sexe, c'est Rellington Place, l'étrangleur de Rellington Place, qu'il a réalisé en Angleterre en 72, je crois, 71-72. On a ce même côté un peu pervers, quoi, dans la représentation de la violence, de la brutalité et d'une sexualité qui est malade, en fait. Après, évidemment, hein, comme vous le disiez, c'est pas seulement dû à Richard Fleischer, c'est aussi dans l'air du temps que de représenter une violence graphique de cette nature-là, notamment pour des films qui sont destinés à un public très particulier. En fait, Mandingo était destiné en premier lieu au public afro-américain, vu qu'on ciblait justement la mode de la Blaxploitation. À la même époque, un petit peu avant, La planète des singes, la saga La planète des singes, ils ont fait la même chose. Depuis le premier La planète des singes en 68, on sait que le discours il est très porté sur la ségrégation raciale. Et au fur et à mesure des épisodes, ils se sont aperçus, les producteurs, qu'il y avait de plus en plus d'Afro-Américains qui venaient assister aux représentations des films. Et donc pour le 4e épisode, la conquête de la planète des singes, c'est un film qui est ouvertement destiné au public afro-américain, et c'est l'épisode le plus violent, le plus radical et le plus brutal de la saga, avec une représentation de la violence et puis une sorte de dépassement des limites qui va très très loin, parce que le public afro-américain, en fait, il est demandeur de ça. On est dans une époque où la conquête ou la reconquête des droits des Afro-Américains passe par la violence quand même, hein. Martin Luther King, c'est un peu fini. Maintenant, c'est Malcolm X en fait qui est en train de stigmatiser, de concentrer, de synthétiser les aspirations de la communauté afro-américaine. Il y a les Black Panthers, par exemple. Tout cet imaginaire-là est extrêmement porté vers la violence, vers une forme de rébellion qui passe par la brutalité. Et donc, c'est assez logique que dans un cinéma qui est en grande partie destiné à ce public, on se réfère à ce genre de représentation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, tout à fait, merci. Merci beaucoup. Merci. Il est bientôt 23h et donc on va... Voilà, donc je pense qu'il y a encore
3 questions, c'est ça? Posez vos questions en même temps, ça va être compliqué. Je suis fatigué, l'une après l'autre. Et puis ensuite, Nicolas va synthétiser. Voilà. Bonsoir. Merci pour le film. Personnellement, par rapport à ce que vous avez expliqué sur sur le fait que le film a été mal compris, je trouve que ça doit être... Enfin, c'est très probablement à cause de ce qui le rend le plus intéressant, c'est que son choix de point de vue est de prendre tout du long le point de vue des maîtres d'esclaves et de ne jamais leur donner de rédemption ou de moment de eureka. En fait, mince alors, on devrait peut-être arrêter de faire ça. Et donc en fait, il prend le risque d'être... justement, il prend ce risque d'être complaisant, mais il utilise ce point de vue pour nous faire vivre les contradictions de ce monde décadent depuis l'intérieur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du film... c'est comme si des graines étaient plantées que en fait il y a quelque chose de profondément absurde dans même ce couple entre cousins là qui finit par ne pas survivre à la tentation de la misogynisation qui est si intense finalement. Et aussi, je pense que ce qui contribue à ce point de vue qui a pu sembler complaisant, c'est que en fait, tout du long, la musique de Maurice Jarre, elle est très bucolique, elle est rarement, on va dire, en train de souligner l'aspect terrible ou horrible de ce qui se passe, à part dans quelques instants où justement il y a l'utilisation d'un piano désaccordé, ce qui ajoute un peu à l'ambiance gothique que vous aviez décrit, que ça vienne quasiment d'un piano qui est aussi délabré que cette maison en ruine. Et il y a ce piano, par exemple, quand Hélène, du coup, l'esclave préférée de notre protagoniste, lui propose de donner sa liberté à l'enfant. Et là, tout d'un coup, il y a le trouble il y a la contradiction qui naît et il refuse et peut-être qu'il accepte. Mais bon, voilà. Et je pensais aussi cette idée de musique. Pardon, cette idée de musique. Qui est en dissonance cognitive avec le contenu de ce qu'on voit, ça me fait beaucoup penser à un autre film qui est sorti 3 ans plus tard, qui se passe en Louisiane et qui prend un sujet encore plus brûlant, c'est La Petite de Louis Malle. Je sais pas si c'est cohérent de les lier ensemble, vu que c'est... Après, enfin, je sais pas. Mais bref, peut-être que vous pouvez en dire plus après les 2 autres questions. Bonne chance. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Justement, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce que vous avez pu dire avec Samir, c'était cette idée de maison hantée. Et par maison hantée, cette idée de corruption presque. Ce qui m'a intéressé dans tout ce que vous avez dit, et aussi dans la journée qu'on a vécue avec Samir et la projection de La prisonnière du désert, c'est qu'on pourrait voir Mandigo comme une sorte de western. Et dans le western, il y a toujours cette esthétique de la contamination, de la corruption. Et Richard Fleischer, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il utilise souvent une caméra fixe ou des travelling ou panoramiques horizontaux. Il ne va pas faire des travelling avant ou des zooms avant, ou très rarement. Et lorsqu'il le fait dans le film, c'est dans l'introduction, et surtout pour une scène qui se veut être une contamination par le regard, avec le regard de Blanche, qui regarde son mari et qui le contamine de sa haine, voilà. Et la contamination revient, voilà, de multiples reprises dans le film jusqu'à l'enfant métis, et qui renvoie aussi à cette idée peut-être d'acculturation ou de mélange des cultures qui se voit dans le western. C'est quelque chose qui est très présent, je pense notamment dans Le Dernier Mohican, que ce soit la version de 25 ou la version de Michael Mann. Jusqu'à aujourd'hui, même avec Avatar, on a vraiment cette idée de mélange des ethnies et des communautés. Vous, si vous voyez Mandigo comme un western, où est-ce que vous le positionnerez dans l'histoire du cinéma? Parce que c'est dans les années 70, fin des années 60, Nouvelle Hollywood, on est dans une période où les westerns sont révisionnistes. Est-ce que vous le positionnerez dans cette catégorie-là ou peut-être autrement, puisqu'on a pu voir avec La prisonnière du désert qu'on est déjà dans des films qui sont déjà dans le questionnement du regard que les États-Unis ont porté sur leur histoire fâcheuse, on va dire. Merci pour la projection à Samir et merci Nicolas Tellop
de discuter avec nous. Et ma question va un peu reprendre des éléments des deux questions précédentes, donc ce sera bien. C'est pour revenir sur l'idée du gothique et de la maison hantée, c'est que en fait, je me posais la question au début du film, et il y a un élément clé, c'est qu'effectivement ça se passe à la Nouvelle-Orléans, et c'est le pays où a été justement, comme il a dit, affecté, touché par ceux qui venaient des Antilles françaises, c'est-à-dire plus particulièrement le vaudou. Et par exemple, il y a un nom dans le film qui me fait penser à ça, c'est la résurgence du nom Lucrèce Borgia, qui fait référence au personnage historique, et qui nous montre qu'il y a quelque chose qui est hanté, et que même la corruption vient de beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Et même le nom qui est de consonance européenne fait même référence à l'histoire du vaudou, puisque à la Nouvelle-Orléans, il y a un personnage célèbre qui est Marie Laveau, qui est une grande prêtresse vaudou, etc. Et que la mise en scène de Fleischer, justement, joue sur, comme vous l'avez tous dit, le cinéma d'exploitation, etc., mais aussi beaucoup sur le gothique, et le gothique sudiste, comme vous l'avez dit. Mais on retrouve quasiment des plans qu'on peut voir chez Robert Wise ou Jack Layton, par exemple les plans au ras du sol, ou des choses comme ça, qui sont des points de vue humains impossibles, et dont surtout qu'il y a un plan qui est assez symbolique, qui est quand Mandingo couche avec Blanche, et que la caméra se recule comme ça, et c'est seul le point de vue d'un fantôme ou des choses comme ça peut faire ça. Et même la caméra en général semble justement être neutre, ou du moins ne pas juger ce qui se passe sur le personnage, comme si elle-même était un fantôme en fait, et qu'elle nous ramenait à l'époque truc, et regardait les événements de haut, comme dans ce plan assez symbolique. Et c'est sur ça, c'est sur cette remarque de l'omniprésence du gothique par morceaux dans la mise en scène. Alors, est-ce que ça va aller, Nicolas, ou tu veux que je te résume un petit peu? Enfin, ce que disait Kefren, je crois que tu as retenu. Je vais essayer de... Il y a la position J'ai pas compris le titre du film dans la première intervention. La petite de Louis Malle. Tourné 2 ans après Mandingo, j'ai pas entendu. La petite de Louis Malle. Sur la prostitution enfantine avec Brooke Shield. J'ai toujours pas compris. Je pense que c'est une Alors, malédiction. Non, c'est pas ça. Oui, ce film a eu une malédiction, effectivement. C'est la petite de Louis Malle sur la prostitution enfantine dans. Ah oui. Voilà. D'accord. Oui. Et monsieur te proposait cette passerelle avec ce film, en plus de la musique. Et à côté, il y avait aussi la position de ce western dans l'histoire du cinéma américain entre les années 60 et 70, et puis qu'Efren t'a entendu par rapport au gothique. Attends, pense que, attends, excuse-moi, deux petites secondes. Il y a un dernier mot de Kefren. Non, je veux dire un tout dernier truc, c'est j'aimerais vous entendre sur, pour ouvrir et pour conclure le truc, sur... Il y a un cinéaste aujourd'hui qui revendique beaucoup l'influence de Richard Fleischer, c'est Kiyoshi Kurosawa. Et justement, ça, c'est un film de fantôme. Donc, voilà. Chez Kurosawa, en plus, il est toujours question de contamination aussi. Donc, effectivement, il y a peut-être un truc à creuser de ce côté-là. Mais oui, je pense que on serait tenté de l'associer à un western Mandingo par rapport à l'époque, parce que c'est l'époque contemporaine des westerns. Sauf que je ne pense pas que ce soit vraiment un western. Ou alors, il faudrait dire qu'Autant on emporte le vent, c'est un western. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que la vraie association qu'il faudrait qu'on fasse avec un genre, on vient de le dire, et les questions, les remarques, elles vont dans ce sens, c'est avec le cinéma fantastique. C'est un film fantastique, non pas dans la mesure où les événements sont surnaturels, mais dans la mesure où l'ambiance est fantastique. L'ambiance est traversée d'inquiétantes étrangetés, la mise en scène, elle participe énormément de ça, les décors, enfin bon, on en a déjà parlé beaucoup, je vais pas revenir là-dessus. Mais je pense qu'on est plus du côté du fantastique que du côté du western.
En revanche, juste avant Mandigo, Richard Fleischer, il a tourné un western crépusculaire, pas tant révisionniste que crépusculaire, qui s'appelle Du sang dans la poussière, qui est un très très beau western qui parle de nouveau de filiation. En fait, c'est trois jeunes adolescents ou très jeunes hommes qui fuguent, qui quittent leur famille de façon à mener une vie autonome, et ils n'ont pas d'autre alternative que de se lancer dans le banditisme en suivant un modèle, celui de Lee Marvin, un bandit flamboyant qui admire énormément et qui va causer leur perte. Et on a un renversement de valeur comme on l'a beaucoup dans le cinéma de Richard Fleischer, à savoir que le père spirituel, celui qui est censé porter la nouvelle génération, c'est au contraire celui qui va les étouffer et les détruire en quelque sorte. Donc, cette histoire de filiation qui est très très récurrente chez Fleischer, on la retrouve aussi dans ce film-là. Donc, il a fait un western juste avant Mandigo, Du sang dans la poussière, qui correspond sans doute mieux à ce qui a voulu être dit ici sur l'esthétique, en tout cas des années 70 dans le genre. Et effectivement, l'ambiguïté du film, elle est fondamentale. Le fait de ne jamais sauver les personnages, et au contraire, parce qu'il y en a un, le fils, c'est quand même celui qui est le plus à sauver dans l'histoire. C'est celui qui, au départ, je veux dire, c'est celui qui a fait preuve d'humanité, celui qui est plutôt assez en empathie avec ses esclaves. Et finalement, ça va être lui la pire des ordures, quoi, à la fin. Donc, non seulement il y a personne à sauver, mais ceux qui étaient sauvables, finalement, sont complètement perdus à la fin. Et sinon, pour ce qui est de l'esthétique du film, et notamment ces plans impossibles au ras du sol, etc., ce qui est très intéressant, c'est que Richard Fleischer fait ça depuis les années 40, depuis Armored Car Robbery, film qu'il a tourné juste avant l'énigme du Chicago Express. Il expérimente beaucoup ce genre de plan à ras du sol pour créer un effet de tension assez important, en tout cas assez marquant, parce que on le remarque souvent dans son cinéma. Et c'est intéressant que de décennie en décennie, on retrouve cette signature dans la mise en scène de Richard Fleischer, et qui fasse tellement sens en fait dans le cadre de Mandigo, étant donné que au milieu de cette maison ou de cette propriété en décrépitude, ça crée quand même une atmosphère absolument décadente, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord aussi avec ces histoires de plans un peu étranges, où la caméra survole un peu tout ça. Il y a vraiment une sorte de présence fantomatique qui est celle de la mise en scène, en fait, dans le film. À ce titre, on pourrait aussi parler de l'importance des escaliers. Les escaliers dans le récit gothique, que ce soit le gothique britannique et le gothique américain, c'est un endroit clé, le passage entre le haut et le bas, entre la rédemption et au contraire la chute aux enfers. Et l'escalier, il joue un rôle prépondérant dans la maison. On voit peu de choses de la maison. On voit une chambre ou deux, on voit la salle à manger, et surtout on voit l'escalier. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à tout. T'es un maître. Voilà, je retourne la caméra. C'est spécial. On va devoir arrêter cette conversation. J'en suis désolé. Si les gens veulent poursuivre la conversation avec toi, il faut qu'ils aillent à Lausanne dans 2 minutes. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Tout est possible. En tout cas, je crois qu'on est tous d'accord pour te remercier énormément, Nicolas, de nous avoir consacré du temps. On va te laisser te reposer, comme on va laisser aussi Amine et Philippe se reposer, mais aussi le public, je crois. Et puis on se retrouve demain. Merci beaucoup, Nicolas. C'était un plaisir. Et je rappelle, Richard Fleischer, une œuvre éditée chez Marest Éditeur, et c'est signé Nicolas Telop. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi.
Toi aussi, Samir. À Salut. bientôt. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Salut. Hop. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me.